Alors, on en arrive aux réponses qui ont été apportées à toutes ces difficultés. Première réponse apportée par la loi du 25 juillet 2013. Loi du 25 juillet 2013 relative aux attributions du garde des Sceaux et des magistrats du parquet. Cette loi du 25 juillet 2013, elle comprend deux dispositions qui méritent d'être retenues. Première proposition, c'est la prohibition des instructions individuelles du garde des Sceaux aux magistrats du parquet. Prohibition des instructions individuelles du garde des Sceaux aux magistrats du parquet. L'objectif affiché étant ici de renforcer l'indépendance des magistrats du parquet. Sauf que, on croit ainsi régler le problème de l'appartenance des magistrats du ministère public à l'autorité judiciaire au regard du droit européen, sauf qu'on a bien vu qu'il n'y a pas que l'indépendance qui pose problème. Il y a aussi l'impartialité. Deuxième innovation de cette loi du 25 juillet 2013, c'est l'impartialité, justement. Selon un nouvel article 31 du Code de procédure pénale, ouvrez les guillemets, ça vaut son pesant d'or quand même, le ministère public exerce l'action publique et requiert l'application de la loi dans le respect du principe d'impartialité auquel il est tenu. Fermez les guillemets. Comme s'il suffisait d'aller dire, déjà, plusieurs choses. D'une part, c'est juste complètement débile d'aller dire qu'une autorité de poursuite est impartiale. D'accord ? Son taf, c'est de poursuivre. On ne peut pas attendre d'une autorité de poursuite qu'elle agisse avec la même impartialité qu'une autorité de jugement. Ça n'a aucun sens. Donc, au-delà de l'ineptie même de ce qu'on énonce là, par ailleurs, c'est d'une naïveté consternante. C'est d'une naïveté consternante, comme s'il suffisait d'affirmer la soumission du ministère public au principe d'impartialité pour que, d'un coup et d'un seul, il devienne effectivement impartial. Et enfin, on a bien vu ce qu'en pense la Cour de cassation le 22 octobre 2013, parce que loi du 25 juillet, ok, 3 mois plus tard, vous avez quand même, 22 octobre 2013, la Cour de cassation qui vient vous dire que de jurisprudence constante, il n'est pas une autorité judiciaire, car il ne présente pas les garanties d'indépendance et d'impartialité requises. Donc la Cour de cassation fuck allègrement la loi, quoi. Et de ce point de vue-là, elle a assez raison. On ne peut pas attendre des magistrats du ministère public qu'ils agissent dans le respect du principe d'impartialité. Ça n'a aucun sens. Aucun sens. Donc, quand je vous le dis, le drame d'aujourd'hui, c'est pas la mauvaise intention, c'est surtout l'incompétence. Là, on est vraiment dans une dynamique naïve qui est affligeante de bêtises. Véritablement, c'est assez stupéfiant. Autre proposition pour arranger les difficultés auxquelles notre droit est soumis, c'est le fameux rapport Nadal. Alors ça, c'est vraiment sous l'angle du droit prospectif. Rien de tout ce que je vais vous dire là n'est de droit positif, d'accord ? C'est le fameux rapport Nadal, rapport rendu par la commission de modernisation du ministère public. Commission de modernisation du ministère public, présidée par Jean-Louis Nadal, qui a remis son rapport à la garde des Sceaux le 28 novembre 2013. Alors, il y a un petit peu à boire et à manger dans ce rapport. Plusieurs propositions, plusieurs groupes de propositions, de façon synthétique. D'abord, premier groupe de propositions, réformer le statut du parquet. Alors, comment réformer le statut du parquet ? D'abord, première chose, inscrire dans la Constitution le principe de l'unité du corps judiciaire.
On propose d'inscrire dans la Constitution le principe de l'unité du corps judiciaire, de manière à ce qu'il n'y ait plus de doute quant au fait que le parquet est lui aussi le gardien de la liberté individuelle. Bon, c'est le même niveau que ce qu'a fait la loi du 25 juillet 2013. Ça ne changera rien de l'inscrire dans la Constitution. De toute façon, le Conseil constitutionnel, il l'énonce de manière constante. Donc, que ce soit inscrit ou non dans la Constitution, ça ne changera absolument rien. Et deuxième groupe de propositions, là c'est peut-être les propositions les plus substantielles du rapport, toujours pour réformer le statut du parquet. Il s'agirait de renforcer l'indépendance du parquet à l'égard de l'exécutif. Renforcer l'indépendance du parquet à l'égard de l'exécutif, d'abord par la réforme de la nomination des magistrats du parquet. Alors là, on propose de confier au CSM le pouvoir de proposition pour la nomination aux fonctions de procureur de la République, de procureur général et de magistrat du parquet général de la Cour de cassation. Quant aux autres magistrats du parquet, donc tous les substituts, ils seraient quant à eux nommés sur proposition du garde des Sceaux, après avis conforme du CSM. Il serait nommé sur proposition du garde des Sceaux, après avis conforme du CSM. Donc l'idée, c'est véritablement d'aligner la nomination des magistrats du parquet sur la nomination des magistrats du siège. S'agissant de la discipline, le pouvoir disciplinaire serait exercé par le seul Conseil supérieur de la magistrature, et non plus par le garde des Sceaux. En revanche, la règle de l'amovibilité des magistrats du parquet demeurerait pour une bonne administration de la justice. Voilà donc comment on propose de réformer le statut du parquet. Encore une fois, reste à déterminer ce qu'il restera de tout ça, une fois que ça aura été formalisé en un projet de loi, si toutefois ça l'est un jour, et une fois que ça aura été passé au crible des assemblées et du Conseil constitutionnel. Autant vous dire que c'est pas fait. Bien. Deuxième groupe de propositions, le rapport propose de mettre en place un parquet départemental. On propose de mettre en place un parquet départemental pour une simple et bonne raison, pour la raison suivante, qui est une raison assez juste d'ailleurs, c'est que on relève qu'il y a une inadéquation du ressort des juridictions avec l'organisation territoriale des services déconcentrés de l'État. Et alors que le procureur de la République exerce sa compétence à l'échelle du ressort de la juridiction, tous ses interlocuteurs exercent leurs compétences à l'échelle du département. Donc ça crée un espèce de décalage qui n'est pas souhaitable pour un bon fonctionnement administratif. Voilà pourquoi on propose de mettre en place un parquet départemental, étant entendu que les parquets des différentes juridictions du département deviendraient des antennes de ce parquet départemental. Alors, non mais vous imaginez un petit peu, on est procureur de la République à Bordeaux, d'accord ? Et puis un jour on vient dire, non, maintenant t'es plus qu'une antenne, d'accord, du parquet de Gironde.
Voyez l'ambiance dans la magistrature? Surtout que c'est contradictoire, hein, parce qu'il y a peut-être aussi l'ambition de supprimer les départements qu'on va dans la prochaine réforme. Oui, qui plus est, c'est vrai que si on se penche, si on adopte une vision plus générale, on songe actuellement, effectivement, à une révision, au moins, voire à une suppression, ou à tout le moins à une révision de l'organisation départementale. Donc, tout ça est tout de même assez surprenant. Et enfin, alors là, c'est le mieux. C'est le mieux. On souhaite renforcer, dernier groupe de propositions, les liens entre le parquet et la police. On souhaite renforcer les liens entre le parquet et la police et notamment, alors là on veut faire plusieurs choses. Hein. On veut notamment renforcer l'autorité fonctionnelle du parquet. Sur la police judiciaire dans la direction des enquêtes. Ça tombe bien, hein. On a vu que le parquet il était super pour diriger les enquêtes. Donc renforcer effectivement l'autorité fonctionnelle du parquet sur la direction des enquêtes. Et ensuite on veut soumettre la nomination, accrochez-vous, la nomination des principaux responsables des services de police et de gendarmerie à l'avis préalable du procureur général. Vous vous rendez compte du truc? C'est comme si on vous disait, c'est exactement la même chose, parce qu'on est sur deux administrations qui sont parallèles, hein, d'accord, et entre lesquelles aucune hiérarchie n'est établie, d'accord. C'est exactement la même chose que si on vous disait que la nomination des parquetiers est soumise à l'avis conforme du commissaire de police du coin, par exemple. Vous voyez? Hein, donc tout ça est effectivement un petit peu problématique. Donc droit prospectif, voilà ce qui est proposé en substance. Hein, il y a d'autres petites choses, mais en substance, c'est l'essentiel de ce qu'il faut retenir là du fameux rapport Nadal. Troisième série de réponses, c'est le fameux projet de loi sur les géolocalisations qui ne devrait pas tarder à entrer en vigueur. Hein. Ça entrera en vigueur demain ou après-demain, en principe. Ce projet de loi sur les géolocalisations, concrètement, il maintient les géolocalisations sous le contrôle du procureur de la République. Pour une durée soit de 8 jours suivant le Sénat, soit de 15 jours suivant l'Assemblée nationale. Hein, le débat, il se fait là-dessus. 8 jours ou 15 jours? Et là, on a envie de hurler, mais ni l'un ni l'autre. Non, mais ça rend fou, quoi. Ça rend fou, parce que quand cette loi va arriver devant la Cour de... Enfin, quand les premières procédures de géolocalisation conduites en application de cette loi vont arriver devant la Cour de cassation, qu'est-ce qu'elle va dire, la Cour de cassation, sur les 8 ou 15 premiers jours de géoloc? Elle va annuler, bah oui. Pourquoi? Bah parce que contrôle de conventionnalité, article 8. Enfin, vous voyez, c'est des lois kamikazes, ça. Ce sont des lois kamikazes. Véritablement, alors je comprends qu'on souhaite maintenir ça sous le statut des magistrats du parquet, bien évidemment que la solution est préférable. Mais à partir du moment où la Cour de cassation anticipe comme ça une contrainte européenne, on ne peut pas prendre le risque de l'invalidation de procédures, invalidation qui, le cas échéant, pourrait tout à fait être rétroactive. On est exactement sur cette thématique-là en train de rejouer le scénario garde à vue. Exactement. Hein, à s'obstiner comme ça, sauf qu'un jour, l'Assemblée plénière va intervenir, d'accord? On va nous dire,
C'est irrégulier depuis un moment. Hein, donc je t'annule tout rétroactivement. C'est une catastrophe. Voilà, on ne retient véritablement, on est face à des responsables qui manifestement ne retiennent aucune leçon. Aucune. Et le drame dans tout cela, c'est que toutes les procédures qui auront été conduites à l'appui d'une géolocalisation, qui auront été conduites conformément à des prévisions légales, d'accord ? Donc régulièrement, eh bien ces procédures-là, on prend le risque, on prend un risque sérieux quand même de les conduire tout droit à l'annulation à l'horizon de 2-3 ans. Vous voyez, c'est absolument dramatique. Bien, voilà donc où nous en sommes en termes d'actualité sur le ministère public. Est-ce que vous avez des questions sur tout ça ? Oui, une question. C'est très clair au niveau de cette position de la Cour de casse et par rapport au contrôle de conventionnalité. J'imagine que les juristes et magistrats qui travaillent place Vendôme en sont parfaitement conscients et que l'analyse est faite et qu'il doit y avoir une raison politique derrière pour refuser d'admettre... La raison, c'est qu'on veut... La raison, elle est très claire, c'est que c'est vrai que c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus serein de conserver ça sous le contrôle des magistrats du parquet. La raison, c'est qu'on ne veut pas faire passer ça sous le contrôle du JLD. Parce que quand vous avez un JLD qui contrôle, c'est immédiatement l'enfer. Parce qu'il n'est jamais disponible quand il faut, parce qu'il est en vacances quand on en a besoin, parce qu'il ne répond pas à son téléphone le week-end, etc. Et donc, on ne peut rien faire quand c'est un JLD qui contrôle. D'accord ? Parce que c'est des crampes, concrètement. Voilà, donc c'est beaucoup plus... Les parquets sont beaucoup plus réactifs et... l'enquête est un petit peu le métier du parquet aussi. On a affaire à un interlocuteur avec qui on parle plus ou moins la même langue. Vous voyez ? Donc, bien évidemment que on veut à tout prix maintenir le contrôle du parquet. Sauf que, et c'est une position qu'on comprend très bien. Sauf que là, c'est quand même courir un sacré risque. Parce que effectivement, la Cour de cassation a adopté une position en la forme d'un arrêt de principe et vous voyez, on ne peut pas dire sur les arrêts du 22 octobre 2013, on ne peut pas dire, oui, après tout, on a un petit souci d'interprétation, on ne sait pas très bien. Non, c'est 2 arrêts de principe qui sont rédigés en la forme d'arrêt de principe, dans lesquels la Cour de cassation affirme clairement sa position. Et donc, je pense qu'on joue un petit peu le tout pour le tout, et c'est un bras de fer, sauf que le bras de fer, il peut se terminer en défaveur, en défaveur de la viabilité du nouveau dispositif, et que, si j'étais législateur, c'est un risque que je ne prendrais pas. Donc en fait, on pourrait imaginer la solution sur laquelle, bon ok, il n'est pas réactif le JLD, mais il s'appellera peut-être toujours JLD, il serait siège, mais il serait là juste pour contrôler les actes d'enquête de police. Ouais, mais je vois pas tellement quelle forme ça pourrait prendre, ce que vous dites là. Non, parce qu'en fait, je vois bien l'impasse à laquelle on va arriver, et après, du coup, je me dis, du coup, la deuxième étape, c'est quelle solution on pourrait mettre en œuvre de manière concrète pour se retrouver à la fois conforme à la CEDH et à la position de la Cour des casse, justement, puisqu'on est en train de discuter d'un projet de loi, visiblement, qui, a priori, n'aboutira pas à cette conformité. Mais au final, qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse puisque si c'est pas le parquet qui va contrôler, donc ok pour les commissions rogatoires avec le juge d'instruction, pas de souci. Mais qu'est-ce qu'on fait concrètement ? Ou sinon faire une loi effectivement plus ferme, qui ne louvoie pas, et qui affirme très clairement que le contrôle des actes de l'enquête appartient aux magistrats du parquet, que cela ne peut être considéré comme attentatoire au droit de chacun au respect de sa vie privée et qu'aucune nullité ne peut être requise sur ce fondement. On l'a fait à d'autres égards. Voilà, et puis là, on verra bien si la Cour de cassation se soumet ou pas à la loi, étant entendu que la Cour de cassation doit, en principe, se soumettre à la loi. Vous voyez ? Mais là, en l'occurrence, on va véritablement dans une sacrée zone d'incertitude. Alors, le point inconnu, quand même, c'est que 22 octobre 2013, on n'invalide pas de loi. Il n'y a pas de contrôle de convention, on n'invalide pas de loi. D'accord ? Est-ce que la Cour de cassation irait jusqu'à parce qu'il n'y en a pas pour le moment, régissant les géolocalisations, d'accord ? Est-ce que la Cour de cassation irait jusqu'à invalider une loi sur le fondement d'une jurisprudence européenne qui, je vous le rappelle, à ce jour n'existe pas ?
ça reste à voir. Hein. Après ça, on est encore une fois dans un problème dans un souci, je pense, de réactivité de la magistrature aussi. Hein, dans un souci de réactivité, je crois que véritablement, les magistrats, notamment les magistrats de la Cour de cassation, comprennent mal cet entêtement qui consiste à confier de plus en plus de prérogatives quasi-judiciaires aux magistrats du parquet. Vous voyez, mais c'est pas juste sur le problème de géolocalisation, mais sur le problème de l'enquête. Garde à vue, on aurait dû changer. Garde à vue, on n'aurait pas dû maintenir ça sous le contrôle des magistrats du parquet. On est sur l'article 5, sur le droit à la sûreté. Autant avec la vie privée, on est sur un droit qui est dérogeable et où on peut discuter, autant sur le droit à la sûreté, on ne l'est pas. Donc, il fallait enlever ça. Il fallait également, je pense, revoir à la baisse un petit peu toutes les prérogatives quasi-judiciaires des magistrats du ministère public en matière de composition pénale, en matière de CRPC. Parce qu'au bout d'un moment, si on fait du ministère public un quasi-juge, ça agace. Et là, vous voyez, dans ce contexte-là, on a effectivement ces fameuses géolocalisations, mais qui y sont pour rien, elles, dans l'histoire, mais qui arrivent devant la Cour de cassation dans un contexte où véritablement tout dit arrête de donner des pouvoirs judiciaires aux magistrats du ministère public et où on s'entête à en donner toujours de plus en plus. Et là, je pense que on est dans la réactivité pure. On va dire, attends, on va te réaffirmer, on va saisir cette occasion-là pour te réaffirmer la non-appartenance des magistrats du parquet. Vous voyez? Donc, moi, il me semble que ce qui serait peut-être judicieux, c'est précisément de faire preuve effectivement d'un petit peu de soumission pour tout ce qui touche à la privation de liberté, parce que ce sont des choses qui sont tout de même sérieuses, hein, et que effectivement le fait qu'une mesure privative de liberté avant jugement soit contrôlée par l'autorité de poursuite, il y a quelque chose qui heurte l'esprit, hein, c'est indéniable, et ça serait pas dommage de le modifier. D'accord, il est question de privation de liberté. À côté de ça, on réécrit les compétences des magistrats du ministère public sur l'enquête. On dit les magistrats du ministère public sont une autorité de poursuite et seulement une autorité de poursuite. Et comme toutes les autorités de poursuite, ils disposent de pouvoirs de poursuite forts, dont la direction de l'enquête de police, dont ils contrôlent tous les actes qui ne sont pas privatifs de liberté. Et la limite, c'est la privation de liberté qui passe au juge du siège. Vous voyez, c'est la solution qui, à mon avis, du point de vue européen, passerait sans aucun problème. Ça va? D'autres choses là-dessus? On peut passer à la disserte? Parce qu'on m'écouterait pas. Bien. Alors, concrètement, non, puis ce que je vous dis là, je ne sais pas ce que ça vaut, hein. Non. Sur la dissertation, la problématique sur le ministère public, ce qu'il faut bien faire ressortir, vous voyez, il y a une espèce d'incompréhension générale sur cette thématique-là. Il y a une espèce d'incompréhension générale sur cette thématique-là quand on questionne un étudiant, etc., sur qu'est-ce qui pose problème aujourd'hui sur le ministère public. Bien souvent, on a la réponse, c'est son indépendance. Non, c'est pas son indépendance. Le problème qui se pose autour du ministère public, c'est la confrontation. C'est le problème de l'inadéquation de son statut, qui est un statut d'autorité de poursuite, à sa fonction, qui est une fonction de quasi-jugement. D'accord? Donc c'est ça qu'il faut faire ressortir en problématique. Faites-vous un premier temps de problématique où vous allez expliquer que, quant à leur statut, en droit positif, les magistrats du ministère public ont le statut d'autorité de poursuite. Quant à leur statut, en droit positif, les magistrats du ministère public ont le statut d'autorité de poursuite. Qu'est-ce que ça signifie? Ça fait pas d'eux des sous-magistrats, hein, d'accord? Soyons clairs, hein. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que les membres du ministère public sont bien des magistrats, au sens plein du terme, mais ne sont pas des juges. D'accord? Ce sont des magistrats, mais ce ne sont pas des juges. Cela veut dire qu'ils sont chargés. Cela veut dire qu'ils sont chargés, non pas de prononcer un jugement,
mais de défendre l'intérêt général devant les juridictions judiciaires au nom de la société. Ce statut d'autorité de poursuite emporte deux conséquences pour les magistrats du ministère public. Ce statut d'autorité de poursuite emporte deux conséquences pour les magistrats du ministère public. Première conséquence, pas d'indépendance pour les magistrats du ministère public. Pas d'indépendance qui soit concevable pour les magistrats du ministère public. Est-ce que c'est normal qu'une autorité de poursuite soit dépendante? Bien, non seulement c'est normal qu'une autorité de poursuite soit dépendante, mais c'est même nécessaire. C'est même nécessaire. Pourquoi? Parce que, tout simplement, c'est cette dépendance de l'autorité de poursuite qui permet la mise en œuvre d'une politique d'action publique homogène, sur l'ensemble du territoire. Si vous n'avez pas cette dépendance, eh bien vous avez autant de politiques d'action publique qu'il y a de procureurs de la République. Or, je vous rappelle que la République est indivisible. Or, je vous rappelle qu'on a un problème, on a un grand principe, c'est le principe d'égalité des citoyens devant la loi pénale. Article 6 des DHC. La loi est la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. D'accord? Et précisément, ce principe d'égalité des citoyens devant la loi pénale, ce qui le rend possible, ce qui assure son effectivité s'agissant de la politique d'action publique, c'est la dépendance organisée des magistrats du parquet. Et pourquoi est-ce que cette dépendance se fait nécessairement à l'égard de l'exécutif? Tout simplement parce qu'en l'état, la Constitution le dit. Article 20 de la Constitution, le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation. Le garde des Sceaux détermine et conduit la politique d'action publique. Et d'ailleurs, vous remarquerez que c'est là une disposition sur laquelle la loi du 25 juillet 2013 n'est pas revenue. Et qu'elle a par ailleurs maintenu la possibilité pour le garde des Sceaux d'adresser des instructions générales aux magistrats du parquet pour précisément maintenir cette politique d'action publique homogène. Deuxième conséquence de ce statut d'autorité de poursuite, je suis toujours dans le premier temps de la problématique, deuxième conséquence de ce statut d'autorité de poursuite, pas d'impartialité pour les magistrats du parquet. Malgré ce que peut en dire le législateur, loi du 25 juillet 2013, les magistrats du ministère public exercent leurs fonctions dans le respect du principe d'impartialité, malgré ce que peut en dire le législateur, on ne peut exiger d'une autorité de poursuite la même impartialité que celle que l'on attend d'une autorité de jugement.
Voyez donc le défaut d'indépendance, le défaut d'impartialité en eux-mêmes, dès lors qu'il s'agit d'autorité de poursuite, n'est pas contestable, n'est pas contesté non plus. Le problème, c'est que, et c'est là l'unique problème, c'est qu'on a confié au ministère public des prérogatives qui dépassent celles d'une simple autorité de poursuite. Toutefois, deuxième temps de la problématique, si, quant à leur statut, les magistrats du ministère public sont bel et bien des autorités de poursuite, à bien des égards, ils sont devenus, quant à leur fonction, des quasi-juges. À bien des égards, ils sont devenus, quant à leur fonction, des quasi-juges. Et effectivement, de plus en plus, le législateur confie aux magistrats du ministère public des prérogatives qui s'apparentent à celles des magistrats du siège. Contrôle des mesures privatives de liberté avant jugement. Et là, bien sûr, on pense au contrôle de la mesure de garde à vue jusqu'à la 48e heure. Contrôle des mesures privatives de liberté avant jugement. Et là, on pense à la garde à vue jusqu'à la 48e heure. Contrôle des actes d'investigation de l'enquête de police. Pouvoir d'initiative en matière de composition pénale. Composition pénale où, malgré la validation attendue d'un magistrat du siège, on voit bien que les magistrats du ministère public sont seuls maîtres à bord. D'ailleurs, le magistrat du siège qui homologue la composition pénale, c'est qui? C'est le juge de proximité. Et c'est qui le juge de proximité? C'est Nono. Ah oui. Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Voyez, voilà encore une procédure dans laquelle les magistrats du ministère public se prononcent, in fine, sur la peine à laquelle la personne sera condamnée. Les magistrats du siège n'intervenant là que pour homologuer ou pour refuser d'homologuer. Mais bon, dans 99,6% des cas, ils homologuent. Bref, à bien des égards, les magistrats du ministère public exercent des prérogatives que l'on peut qualifier de judiciaires. Et lorsque l'on confronte l'exercice de ces prérogatives au statut d'autorité de poursuite, qui demeure, immanquablement, de sérieuses difficultés se posent. Difficultés qui, dans un premier temps, ont été soulevées en droit européen. Difficultés qui, dans un premier temps, ont été soulevées en droit européen. Et là, vous me citez, sans les expliquer, ce sera pour le corps du devoir, Medvedev, Moulin, Vassis. Mais difficultés qui se posent également désormais en droit français. Cité chambre criminelle, 15 décembre 2010. Et cité, bien sûr, chambre criminelle, 22 octobre 2013, en matière de géolocalisation. Bref, l'inadéquation
l'inadéquation du statut du ministère public à ses fonctions nouvelles, apparaît aujourd'hui de manière éclatante, de telle sorte que l'on met en place des commissions dont la mission est de moderniser le statut du ministère public. Référence au rapport Nadal, bien sûr. Si bien que la question qui se pose désormais, en 2014, sur cette thématique, c'est celle de savoir comment concilier le statut d'autorité de poursuite des magistrats du ministère public avec l'exercice par ces mêmes magistrats de fonctions de quasi-juge. Ça va? Sur cette problématique? 1, 2, qu'est-ce que je fais à votre avis? On reprend les deux temps, très bien. Grand 1, le ministère public, une traditionnelle autorité de poursuite. Grand 2, le ministère public, une nouvelle autorité de quasi-jugement. Une traditionnelle autorité de poursuite, une nouvelle autorité de quasi-jugement. Ça va? Sur le grand 1, une traditionnelle autorité de poursuite. A, B, simple. Grand A, le statut d'une autorité de poursuite. Grand B, les pouvoirs d'une autorité de poursuite. Grand A, le statut d'une autorité de poursuite. Petit 1, en droit positif. Petit 1, en droit positif. Là, deux choses. Je passe rapidement sur tout ça parce que c'est dans votre poly tel quel. D'accord ? Première chose, évoquer le principe de la subordination hiérarchique. Premier point, on évoque le principe de la subordination hiérarchique. Sur ce principe de la subordination hiérarchique, 2 points de passage. Premier point de passage, vous me décrivez l'organisation pyramidale du ministère public. Deuxième point de passage, vous nous expliquez le pourquoi de cette organisation pyramidale. Expliquez-nous le pourquoi de cette organisation pyramidale. Et là, parlez-nous de l'homogénéité nécessaire de la politique d'action publique, bien sûr. Deuxième point dans ce petit 1. Les effets de la subordination hiérarchique. Deuxième point dans ce petit 1, les effets de la subordination hiérarchique. Et là, sur les effets de la subordination hiérarchique, caractère amovible et révocable des magistrats du ministère public, premier passage. Caractère amovible et révocable des magistrats du ministère public, ce qui permet une autorité effective. Vous voyez, ce n'est pas juste une autorité sur le papier. Donc, caractère amovible et révocable des magistrats du ministère public. Et puis, deuxième chose, possibilité d'adresser des instructions du garde des Sceaux aux magistrats du ministère public. Possibilité du garde des Sceaux d'adresser des instructions aux magistrats du ministère public. Alors, plus d'instructions individuelles depuis la loi du 25 juillet 2013, ok. En revanche, instruction générale maintenue. Et ça aussi, c'est le signe d'une autorité. Petit 2, en droit prospectif. Petit 2, en droit prospectif. Et là, vous allez dérouler un petit peu sur les préconisations du rapport Nadal.
Hein, c'est incontournable dans un sujet tel que celui-ci en 2014. Petit 2, en droit prospectif, on déroule sur les préconisations du rapport de la commission de modernisation du ministère public. Alors, ici, faites-vous un premier point sur ce que le rapport propose de faire évoluer. Nomination, discipline. Inscription dans la Constitution de l'unité du corps judiciaire. Et deuxième point, sur ce que le rapport laisserait inchangé. Amovibilité des magistrats du parquet et instruction générale. Donc finalement, on n'irait pas plus que ça vers l'indépendance. Hein. Ça va ? Grand B, les pouvoirs d'une autorité de poursuite. Grand B, les pouvoirs d'une autorité de poursuite. Petit 1 dans la phase préalable au jugement. Petit 1 dans la phase préalable au jugement. Et là, deux choses. Premier point, la direction de l'enquête de police. Vrai pouvoir d'une autorité de poursuite, hein, que de diriger l'enquête de police. Premier point, la direction de l'enquête de police. Et là, bah, vous reprenez, est-ce que vous avez tout un paragraphe hein, dans votre première fiche de cours sur le procureur de la République, sur la direction de l'enquête de police par les magistrats du ministère public. Vous me synthétisez ça ici, et vous mettez en exergue que le rapport Nadal bah, préconise de renforcer encore ce rôle du ministère public. Et deuxième point ici sur l'exercice de l'opportunité des poursuites. Deuxième point ici sur l'exercice de l'opportunité des poursuites, qui implique que finalement, donc là aussi vous avez tout le paragraphe, ne notez pas, vous avez tout le paragraphe dans votre première fiche, qui permet finalement au ministère public bah, de faire un petit peu ce qu'il veut sans avoir à s'en justifier auprès de qui que ce soit, puisque la décision se fait en opportunité, qui permet au ministère public bah, d'exercer ou de ne pas exercer les poursuites d'abord, et s'il choisit de les exercer, bah, des modalités qu'il va mettre en œuvre pour précisément les exercer. D'accord ? Donc ça c'est tout de même une décision extrêmement importante, cette opportunité des poursuites de la procédure pénale, parce que c'est celle qui va véritablement déterminer finalement la peine qui sera encourue par la personne. Bien. Petit 2 dans la phase de jugement et postérieur au jugement. Petit 2 dans la phase de jugement et postérieur au jugement. Premier point où vous nous expliquez que les magistrats du ministère public sont partie poursuivante au procès pénal. Partie poursuivante au procès pénal. Un procès pénal, c'est la personne poursuivie contre la société, société représentée par le ministère public. Ministère public, c'est une véritable partie au procès pénal et donc il bénéficie de tous les droits attachés au statut de partie. Et c'est ces mecs-là dont on vous dit qu'ils sont impartiaux, hein. D'accord ? C'est la partie adverse. Hein, donc, droit d'exercice des voies de recours, droit, par exemple, d'interroger des témoins, droit d'en citer, etc., etc., droit de produire des preuves, droit d'accéder au dossier, droit de requérir sur la culpabilité, sur la peine, etc. Bref, ministère public, partie poursuivante au procès pénal. Et puis, ce statut d'autorité de poursuite, il le conserve, deuxième point, jusqu'à l'extrême issue du processus pénal, puisque, deuxième point, il veille également à l'exécution des peines. Une fois que la peine est prononcée, ce sont les magistrats du ministère public qui vont veiller à ce qu'elle soit effectivement mise à exécution. Ça va ? Hein ? Tout ça,
Tout ça, c'est le propre d'autorité de poursuite. Et dans le même temps, grand 2, le ministère public, nouvelle autorité de quasi-jugement. Grand A, dans la phase préalable au jugement. Petit 1, le contrôle des mesures privatives de liberté avant jugement. Premier point ici, donc là c'est la thématique garde à vue, hein, vous avez compris. Hein. Premier point ici sur la position du droit français. Hein, donc contrôle des magistrats du ministère public sur la mesure de garde à vue jusqu'à la 48e heure. Solution validée par le Conseil constitutionnel, QPC 30 juillet 2010. OK ? Et confirmée par la loi du 14 avril 2011. Toutefois, attention, deuxième point, problème au regard du droit européen. Et là, je ne vous le refais pas parce que vous avez tout noté hein, tout à l'heure. Hein. Vous me passez en revue Medvedev, Moulin, Vassis. Medvedev, Moulin, Vassis. Et puis, droit européen relayé par la Cour de cassation, chambre criminelle, 15 décembre 2010. Ça va ? Petit 2, le contrôle des actes d'investigation non privatifs de liberté. Petit 2, le contrôle des actes d'investigation non privatifs de liberté. Et là, vous déroulez tout ce que vous pouvez, hein, copier-coller tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Chambre criminelle, 22 octobre 2013, géolocalisation. Hein, et là, vous ferez un premier point sur ces arrêts du 22 octobre 2013 et un deuxième point sur la loi telle qu'elle aura été adoptée quand elle l'aura été. Grand B dans la phase de jugement. Grand B dans la phase de jugement. Petit 1 en droit positif. Petit 1 en droit positif. Là, faites-vous un premier point sur le pouvoir d'initiative du procureur de la République en matière de composition pénale. Hein, et je vous rappelle que la composition pénale, c'est pas du tout anodin, qu'on encourt une véritable sanction pénale, bien évidemment pas de peine privative de liberté, mais tout le reste on l'encourt, que c'est inscrit au casier judiciaire également. C'est une sanction pénale à part entière, la composition pénale. Okay ? Tout ça repose entre les seules mains des magistrats du ministère public, puisque la validation est confiée à un juge de proximité. Ça va ? Et deuxième point sur la CRPC, comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Où là, vous allez nous expliquer bien sûr que les magistrats du ministère public sont très largement seuls maîtres à bord, hein, même si on demande l'homologation par un magistrat du siège. Il faut savoir que le magistrat du siège, en matière de CRPC, n'a pas le pouvoir de réformer ce qui a été proposé par le ministère public. Il peut homologuer ou refuser d'homologuer. Point. Mais il ne peut pas modifier la peine proposée et acceptée. Donc là encore, ministère public qui est un petit peu seul finalement pour juger la personne, puisque c'est de ça dont il est question. Et vous relèverez que cette CRPC, qui place donc le ministère public en véritable juge, cette CRPC, elle a été considérablement étendue par la loi du 13 novembre 2011, du 13 décembre 2011, pardon, par la loi du 13 décembre 2011 qui la rend applicable à tous les délits, quelle que soit la peine encourue.
Ça va? Petit 2, les difficultés en droit prospectif. Petit 2, difficultés en droit prospectif. Eh bien là, vous allez nous expliquer que ça n'a pas encore été jugé par la Convention européenne des droits de l'homme, mais ce pouvoir de quasi-juge du ministère public en matière de composition pénale, en matière de CRPC, c'est tout de même de prime abord largement contestable au regard du droit à un tribunal impartial et indépendant, tel que garanti par l'article 6, paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. Parce que quant à Strasbourg, ils vont se rendre compte qu'en réalité, c'est l'autorité de poursuite qui juge. Je peux vous dire qu'on aura beau écrire dans la loi qu'il est impartial, la massue, on va se la prendre, hein. Non, mais concrètement, je vous rappelle que la grande particularité de l'analyse de la Cour européenne des droits de l'homme, c'est que c'est une analyse concrète. C'est-à-dire qu'en droit européen des droits de l'homme, on ne se préoccupe pas de ce qu'affirment les textes de droit interne, on regarde concrètement, dans l'espèce soumise, qui a décidé. Ah mais, voilà, ça quand même, ça finira aussi par nous tomber dessus, hein, véritablement. Donc, au regard de tout cela, il est certain que le statut actuel du ministère public est en totale inadéquation avec ses nouvelles fonctions et que l'équilibre doit être retrouvé. Et ça sera probablement la tâche principale du législateur en procédure pénale dans les années à venir. Voilà donc sur ce sujet. Bon, c'est un beau sujet, le ministère public, non? Ça va? Bon, on s'arrête là? Je vous souhaite bon courage pour l'après-midi. Puis on se revoit demain, nous, c'est ça? Ou après-demain? Demain. Demain, ok.